Une tragédie. Est-ce que vous confirmez que c'est une population civile qui a été victime de ce massacre pour avoir reçu les victimes? D'accord. Est-ce que vous confirmez que vous étiez en face d'une boucherie humaine? Je le confirme. Vous le confirmez. Selon vous, qui étaient les bouchers, madame? Maître, le tribunal appréciera. Le tribunal appréciera. Est-ce que vous aviez dormi cette nuit-là en tant que femme? Je l'ai dit précédemment que je suis rentré chez moi avec deux sentiments. Celui d'avoir assuré la coordination des équipes médicales et réussi à sauver beaucoup de vies humaines. Mais très triste pour avoir vécu une journée douloureuse et difficile à supporter pour une mère de famille, mais pour une femme. Combien de fois dans l'exercice de vos fonctions vous avez été confronté à une telle tragédie? C'était la première fois. C'était la première fois. Que moi-même et tous les professionnels de santé étions confrontés à une telle situation. Est-ce que vous savez que ce sont des militaires et des mercenaires qui ont été au stade pour perpétrer ce massacre? J'ai entendu comme tout le monde sur les zones avec les médias. Est-ce que certaines victimes vous disaient que ce sont les militaires qui les ont tirés dessus ou frappés? Oui, les victimes nous l'ont confirmé. D'accord. Parmi ceux qui sont au box des accusés ici, qui est-ce que vous aviez reconnu à l'hôpital Donka dans la journée du 28 septembre? La seule personne que j'ai reconnue, c'était mon autorité de tutelle, le ministre de la Santé, qui nous a rejoints aux urgences. D'accord. Alors, je suppose que le directeur national de la pharmacie est également votre hiérarchie, oui ou non? Non, nous avons le même niveau hiérarchique. Nous avions. D'accord. Vous êtes tous directeurs nationaux. Oui. Alors, quand il est question d'approvisionnement en médicaments, est-ce que vous ne devriez pas vous adresser à lui en tant que spécialiste de ce domaine ou bien responsable de ce domaine? Non, non, je ne dois pas m'adresser directement à lui parce que c'est un EPIC, un établissement public, industriel et commercial. Nous nous approvisionnons à la pharmacie centrale de Guinée sur la base des achats. Donc, je ne suis pas autorisé à lui demander de nous donner des médicaments. J'étais obligé de solliciter l'intervention de mon autorité de tutelle. Devant une telle catastrophe, est-ce que vous pouviez demander quand même la dotation des médicaments sans les acheter, puisque c'était vraiment une tragédie nationale? En tout cas, je n'ai pas essayé. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez combien de fois le ministre de la Santé était venu à l'hôpital Donka? Bon, je ne peux pas compter le nombre de fois, mais le 28 septembre, il était là. Les jours suivants, un jour, il est aussi venu pour visiter les malades, voir leurs conditions de prise en charge. Et après, au fur et à mesure que les délégations venaient, il est venu en même temps que toutes ces délégations. Est-ce que vous vous souvenez s'il était en tenue militaire ou bien en tenue civile? J'ai déjà répondu à cette question. D'accord. Alors, quelles sont les structures visitées par M. le ministre dans la journée du 28 septembre? Bon, il est venu à Donka, ou bien vous parlez des services. Parce que je peux situer qu'il est venu à l'hôpital national Donka. Mais je ne connais pas pour les autres structures sanitaires. Bon, je veux parler des structures même de l'hôpital Donka. À l'intérieur de l'hôpital, non. Le premier jour, toutes les prises en charge se faisaient au niveau des urgences d'abord. Donc, c'était le service qui était le service d'accueil de toutes les victimes. Et après, ceux qui devaient être opérés partaient d'abord dans les blocs opératoires. Donc, c'est seulement le matin que ces malades étaient dans les lits d'hospitalisation. Voilà. Je veux savoir si, avec lui, vous aviez fait le tour des salles
Non, le 28 septembre, il nous a trouvés aux urgences. Aux Et urgences. nous-mêmes, on est restés toute la matinée, toute la soirée aux urgences. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés réelles que vous aviez rencontrées dans la journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi? Bon, on a été vraiment confrontés à une affluence de victimes que nous n'avions jamais rencontrées auparavant et dans une situation très alarmante. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on a vécu cette journée une tragédie inimaginable qu'aucun être humain ne peut souhaiter pour son prochain. Donc, c'était une des difficultés. Donc, il faut reconnaître que la prise en charge a été assurée, mais elle n'était pas très facile parce que nous n'avions pas été préparés ce jour à recevoir un tel afflux de victimes. D'accord. Et voilà. Est-ce qu'il y avait suffisamment du formol pour la conservation des corps à cette époque? Non, le médecin légiste avait signalé que les stocks qui étaient dans les deux morgues n'étaient pas suffisants. Donc, il fallait obligatoirement trouver d'autres stocks, soit dans les pharmacies privées, ou il fallait faire des commandes à l'extérieur, ou voire peut-être à l'hôpital de Kamsar. Je crois que les stocks sont venus d'une part de l'hôpital de Kamsar et des commandes ont été lancées dans les pays voisins. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant que certaines femmes victimes de violences sexuelles ont été évacuées à Dakar? Oui, parce que je vous ai dit préalablement que j'ai collaboré avec, donc je suis membre de certaines organisations féminines qui sont venues à l'hôpital, comme par exemple le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires, la CONAG DCF, l'association des femmes leaders. Donc beaucoup de ces femmes, de ces organisations avaient eu la possibilité de faire évacuer certaines femmes à Dakar. Et même en France et dans d'autres pays. Est-ce qu'on ne pouvait pas les soigner sur place? Bon, on avait quand même les compétences pour les soigner sur place, mais comme psychologiquement elles étaient fortement affectées, il fallait vraiment les faire voyager pour qu'elles puissent être reçues dans un autre cadre hospitalier. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant des intimidations faites par le ministre de la Santé à l'égard de certains médecins et des infirmiers pour les empêcher de faire leur boulot? J'ai répondu à cette question en disant que j'ai entendu, mais vraiment je n'ai pas vu. Et par rapport aux violences qu'il a exercées lui-même sur certaines victimes? J'ai entendu, mais je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Je parle ici devant Dieu et les hommes. D'accord. Vous confirmez que l'hôpital Donka a été militarisé le 28 septembre et les jours qui ont suivi, oui ou non? Bon, comme il y a eu des militaires et c'est le langage qu'il faut utiliser, je peux dire oui. D'accord. Est-ce que vous savez que certains militaires avaient tenté de soustraire des victimes pour les envoyer à des destinations inconnues? Des victimes? Oui, à partir de Donka, mais également dans les CMC et les cliniques privées. Vous n'avez pas appris ça? Non, je n'ai pas eu cette information. Vous n'avez pas eu cette information? Non, je n'ai pas eu cette information. D'accord. Est-ce que vous savez que Dr Diallo Barry et certains de ses collègues s'étaient opposés à la présence de ces militaires dans les locaux de l'hôpital? Bon, Dr Diallo est une aînée, une sœur et amie. Elle l'a même écrit dans son livre « Ma vie, mon parcours ». Mais moi, en tant que directrice, elle m'en a parlé, mais ça ne s'est pas passé à ma présence. D'accord. Selon vous, qui est habilité à requérir la présence d'une force de sécurité au sein de cet hôpital à l'époque? Qui était habilité? Bon, normalement, c'est notre autorité de tutelle, le ministre de la Santé. Mais nous, on ne peut pas le faire directement. C'est le ministre de la Santé? Il doit le faire, puisque c'est lui notre supérieur hiérarchique. Voilà. Est-ce que vous aviez appris
que le ministre de la Santé avait fait cette réquisition pour voir la présence massive de ces militaires sur le terrain? Non, je n'avais pas été informé de cette réquisition, puisqu'on discutait de tous les sujets au Comité national de crise sanitaire, mais on n'avait pas parlé de cette réquisition. Qui était le responsable de la pharmacie de l'hôpital Donka à l'époque? C'est une dame, c'était Dr Dieng, Dr Fatmata Touré, Madame Dieng. D'accord. Est-ce que cette dame vous a confirmé de l'attaque dont la pharmacie a été victime par les militaires? J'ai répondu à cette question en vous disant l'explication qu'elle m'a donnée parce qu'elle était en place ce jour, étant donné que son service a été le service névralgique. D'accord. Il y a eu une introduction, mais tous les matériels n'ont pas été détruits. Ok. Alors, en tant que directrice générale de l'hôpital, pourquoi vous avez laissé les militaires gérer la morgue? Non, c'est pas, les militaires n'ont pas géré la morgue. La morgue a été gérée par les équipes, les assistants du médecin légiste. La morgue n'a jamais été gérée. Peut-être qu'elle a été sécurisée par les militaires, mais elle n'a pas été gérée par les militaires, non. Vous êtes affirmative? Elle n'a pas été gérée, parce que gérer la morgue, c'est gérer les corps et travailler techniquement sur les corps. D'accord. À l'époque des faits, l'hôpital donc a compté combien d'ambulances? À l'époque des faits, c'était déjà en 2009. En 2009, deux ambulances. Deux ambulances seulement pour un hôpital national? Oui. Et ces ambulances d'ailleurs avaient été obtenues après les événements de janvier et février 2007. L'OMS ou l'UNICEF a doté les deux hôpitaux nationaux de nouvelles ambulances. D'accord. Est-ce que vous aviez des rapports avec la Croix-Rouge? Oui, quand il y a des événements, c'est toujours la Croix-Rouge qui transporte vers les blessés du lieu de regroupement vers les hôpitaux. Est-ce que vous savez combien d'ambulances la Croix-Rouge avait fourni ce jour pour le transport des corps? Non, ça je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non, non. Est-ce que la Croix-Rouge vous a fait un rapport sur le nombre de corps transportés du stade vers l'hôpital? Je crois que la Croix-Rouge n'a pas transporté de corps. La Croix-Rouge n'a pas transporté de corps. Vers la morgue, je ne crois pas. Parce que les corps qui sont arrivés à la morgue sont venus bien après, dans la soirée. Alors, je me pose la question, pourquoi on a eu recours à des camions militaires et même des camions privés pour le transport des corps? Est-ce que c'était vraiment du professionnalisme en la matière? Je reconnais que ce n'est pas du professionnalisme, mais je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Est-ce que vous étiez en contact permanent avec le directeur de l'hôpital militaire du camp Samori Touré? Non, je n'ai eu aucun contact avec lui ce jour. Aucun contact Et les jours suivants. ce jour. Est-ce que vous étiez au courant de la présence des camions militaires à l'intérieur du camp Samori qui contenaient des corps en provenance du stade? Ce jour, je n'ai pas eu cette information, mais j'ai entendu comme tout le monde sur les médias, dans les journaux. C'est seulement de cette façon que j'ai appris. Donc, de façon officielle, vous n'avez pas été informé? Non, non. Lorsqu'il y a dépôt de corps, est-ce que vous êtes immédiatement informé, madame? Bon, si ce sont des dépôts de corps normaux, par exemple quelqu'un qui est décédé à domicile ou un accident pas massif, ça je ne suis pas informé. Mais quand il y a des catastrophes comme celles que nous avons vécues, ça obligatoirement je suis informé. Alors, est-ce que vous avez appris qu'il y a eu dépôt de corps en provenance
du camp Samori? Pas de cette façon. C'est le lendemain, quand je suis arrivé, que l'équipe en place à la mort m'a dit que tard dans la nuit, ils ont reçu des corps. Est-ce qu'ils vous ont fait le décompte? Oui, ils ont dit que les corps qui ont été mis à disposition des hôpitaux ont été repartis en 2 groupes. Ça, je me rappelle bien, 24 pour Ignazdine et 34 pour Donka. 34 pour Donka. Alors, en tant que directrice générale de l'hôpital Donka, est-ce que vous étiez en rapport avec les CMC et les cliniques privées par rapport à l'enregistrement des victimes des événements du 28 septembre? Non, par rapport à l'enregistrement des victimes, ça, nous n'étions pas impliqués. Mais comme l'hôpital national donc, est une structure de référence du niveau tertiaire, donc quand il y a des cas qui ne peuvent pas être pris en charge dans les CMC ou dans les cliniques, ils sont immédiatement référés à l'hôpital national donc, ou à l'hôpital national Ignazdine, qui sont les structures du niveau tertiaire. Est-ce que ces CMC ou bien ces cliniques privées étaient dotées en médicaments, en qualité et en quantité pour faire face à ces victimes? Bon, je n'ai pas d'informations. Vous n'avez pas d'informations? Je ne connais que ce qui s'est passé à l'hôpital national. Est-ce qu'il y a eu des dépôts de corps en provenance de ces CMC et cliniques privées? Non, la morgue ne m'a pas donné cette information. La morgue ne vous a pas donné cette information. Alors, comme dernière question, Hadja, je voudrais savoir si vous avez des connaissances par rapport aux fosses communes. Bon, j'en ai entendu parler, mais je n'ai aucune information. Qu'est-ce que vous avez entendu? Où sont les fosses communes? Non. Les zones-dits que vous avez entendues. Bon, par-ci, par-là, les gens en parlent, les populations, les journaux et tout. En dehors de ça, je n'ai aucune information. Vous n'avez jamais eu d'information. Merci, madame. Merci, monsieur le président. Certains reproches qui vous ont été faits à cette barre. Et concernant la réquisition, d'abord, pour comprendre, quand il y a un cas aussi grave, docteur, et en l'absence de réquisition, est-ce que vous devez croiser les bras ou peut-être prendre votre responsabilité de médecin? Prendre ma responsabilité de médecin et conformément au code de déontologie médicale. Très bien. Est-ce que si vous n'aviez pas pris votre responsabilité, aujourd'hui vous seriez arrêté à cette barre et donné des informations capitales que vous avez fournies à cette barre? Pas du tout. Très bien. Est-ce que, au moment des faits, est-ce que, de par votre expérience, il y a eu un tel carnage qui vous a été soumis? Autant de corps qui vous ont été déposés? Non, pas du tout. En une seule fois? Non. Au cours de la même journée? Non. Cela ne s'est jamais produit, n'est-ce pas? Jamais. Très bien. Alors, ensuite, on vous a parlé de capacité d'accueil des différentes morgues. Est-ce que ces morgues-là ont été construites par vous? Pas du tout, maître. Est-ce que c'est vous qui financez les morgues? Non. Quand il y a des problèmes de capacité, est-ce que cela vous incombe directement ou cela incombe à l'État? À l'État. À l'époque des faits, est-ce que vous n'avez pas fait votre devoir de médecin, celui de trouver le moyen en tout cas de conserver ces corps selon vos capacités? Affirmatif. Très bien. Ensuite, on a parlé du problème du cimetière. On vous a reproché d'avoir prélevé un échantillon sur 5 corps, n'est-ce pas? Oui. Et sur le plan, de façon générale, quand il est question d'établir des statistiques, n'est-ce pas un échantillon qu'on utilise? C'est toujours un échantillon. Ensuite, si vous aviez eu la possibilité de prendre tous ces corps, est-ce que vous ne l'auriez pas fait? Absolument, si j'avais une réquisition. Est-ce que si la Guinée possédait un laboratoire à Conakry ici, est-ce que cela vous aurait causé un problème pour faire cet échantillonnage-là? Pas du tout. Et de prendre tous les corps? Pas du tout, maître. Alors, ensuite, le fait de faire ces prélèvements au cimetière de Cameroun, au-delà de l'aspect professionnel, est-ce que ce n'était pas aussi un aspect
morale et sociale qui vous a animé? Oui, tout à fait, comme je l'ai répondu, c'est-à-dire qu'au-delà de tout ce qu'on est en train de faire, un médecin, c'est d'abord le caractère social et humain. Donc on ne peut pas, devant certaines situations, rester indifférent par rapport à tout ça. Très bien. Quand on vous a déposé ces corps, si vous aviez suivi la logique de la défense, ces corps auraient pu être restitués à leur famille sans même qu'on ait pu leur identifier, oui ou non? Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, à cette barre, on aurait su le nombre de personnes qui avaient été tuées par balle si vous n'aviez pas procédé à ces examens? Pas du tout. Parlant justement de ces morts par balle, on va revenir un petit moment. Vous avez indiqué que 13 corps ont subi des impacts de balles, oui, n'est-ce pas? Oui. Et je voudrais insister particulièrement sur 2 aspects. Oui. Le premier aspect, c'est 2 cas sur 9 ont reçu des balles, 2 personnes sur 9 ont reçu des balles sur le dos. Qu'est-ce que cela signifie, docteur? Oui, maître. Effectivement, vous avez bien fait de rappeler cette question. C'est 9 qui ont reçu des balles sur le dos. Ah, très bien. Cela veut dire tout simplement qu'ils ont été tirés pendant qu'ils étaient en train de courir ou de marcher. Donc on ne peut nullement pas invoquer une quelconque légitime de défense. Très bien. C'est des gens qui étaient en train de partir qu'on a tiré de dos, dans 9 cas. Les 2 cas, c'est des personnes qui ont reçu les balles au niveau du segment céphalique, donc au niveau de la tête. Dans les 2 cas, il y a un qui a été tiré à bout touchant. Autrement dit, qu'on a pris le canon de l'arme, on a posé sur la tête, dans la région temporale, et on a tiré. On a eu l'éclatement de la boîte crânienne avec issue la matière cérébrale. Donc, en termes simples, quelqu'un qui est venu manifester pacifiquement dans un stade guinéen de surcroît a reçu, un militaire a pris la responsabilité de pointer son arme et de toucher même la tête. Est-ce que cela, c'est ce que vous voulez dire ici? Ben, c'est ce que je viens de dire. Je veux dire 2 choses. Je veux dire non seulement qu'il a touché par l'arme au niveau de la tête, et je veux incluant dire que le fait de tirer sur le thorax et sur la tête, je pense que les juges vont en tirer les conséquences, parce que si toutefois c'était dans l'intention de l'immobiliser, on aurait tiré au niveau des membres inférieurs. Mais lorsqu'on tire sur des segments qui sont des segments mortels, où il y a les vaisseaux, où il y a des organes comme le cœur, comme le cerveau, c'est parce que probablement ils avaient l'intention de tuer. Très bien. Vous voyez, votre témoignage ici est capital, parce qu'il démontre encore une fois la barbarie qui a prévalu pendant cette répression. Je poursuis. Et vous avez parlé aussi des plaies piquantes et tranchantes. Oui, les armes. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie, vous savez, sur le plan médico-légal, on classe les instruments tranchants en instruments piquants, c'est-à-dire le plus petit instrument piquant, c'est l'aiguille. Il y a l'épée, qui est un instrument piquant. Les instruments piquants tranchants, c'est le couteau, il est piquant tranchant, c'est le poignard, il est piquant tranchant. Les instruments tranchants contondants, c'est des instruments comme les machettes et la hache. Et les instruments contondants, c'est le marteau. Très bien. Est-ce que vous avez pu identifier ces objets piquants? Est-ce qu'il s'agissait de couteaux ou de quoi? Bon, je n'ai pas identifié les objets, j'ai identifié les lésions sur les corps, donc les lésions qui ont été provoquées par ces objets. C'est pour cette raison, je reviens à ce que j'avais déjà dit, et il aurait été plus intéressant de procéder à l'examen de la scène de crime. On aurait certainement pu recueillir quelques éléments piquants, tranchants ou objets contondants sur les lieux. Et peut-être en retrouvant ces éléments, on aurait pu prélever les empreintes digitales et qu'on pourrait analyser et peut-être retrouver les auteurs. Merci, docteur. Alors, vous avez également parlé de la fracture du crâne pour certaines victimes. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je confirme. Très bien. Il y a également la fracture du nez. Oui, je confirme. Donc, la plupart des blessures, comme vous l'avez indiqué, c'était au thorax et à la tête. Oui. L'intention délibérée de tuer ne pose aucun doute aujourd'hui, n'est-ce pas? Ben, je le pense, en tout cas, c'est le raisonnement médico-légal qu'on peut souvent donner. Lorsqu'on touche sur des segments comme ça, c'est parce que l'intéressé veut tuer, il a l'intention de tuer. Sinon, comme je vous ai dit, on aurait pu retrouver des lésions au niveau des membres inférieurs pour immobiliser la personne ou sur d'autres segments, mais pas au niveau du thorax et de la tête. Je vous remercie infiniment, professeur. Je vous remercie, monsieur le président. Merci.
Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Bonsoir, Monsieur Ba. Bonsoir, Madame.